Alors, voilà, moi, je vais surtout être là pour parler de la formation antiquaire et négociant en œuvres d'art. Alors, c'est évidemment une formation assez riche, à la fois par les domaines qu'elle va aborder, puisque pour se lancer dans cette formation, il faut tout d'abord s'intéresser aux objets. Il faut aimer l'histoire en général et il faut apprendre à écouter et découvrir l'histoire des objets. Il faut surtout avoir une qualité, c'est la curiosité. Alors, on dit souvent que c'est un vilain défaut, mais dans notre métier, c'est obligatoire, c'est nécessaire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les débouchés sont extrêmement nombreux. Vous pouvez très bien vous orienter vers la brocante, vers le métier d'antiquaire qui aujourd'hui, évidemment, se diversifie beaucoup. On peut travailler en boutique, on peut travailler en salon, en foire, on peut avoir une e-boutique. Donc, voilà, il y a des tas de possibilités. Et donc, c'est un métier qui se réinvente tous les jours. On peut aussi choisir de devenir expert en œuvres d'art, travailler pour des salles de vente, travailler pour la justice. Alors là, évidemment, c'est parfois un petit peu moins drôle, mais c'est nécessaire. On peut travailler comme commissaire-priseur. On peut aussi travailler comme galériste. Donc vraiment, il y a une très, très grande variété dans les métiers qui sont possibles après la formation. Alors, dans la formation, il y a vraiment deux axes principaux. Le premier, c'est on va dire une formation qui va s'axer donc sur l'acquisition de connaissances théoriques, à la fois d'histoire de l'art, mais aussi de connaissances spécifiques pour chaque métier, pour chaque orientation. Et on va aussi proposer aux auditeurs de petit à petit entrer en contact avec les différents métiers, les différentes facettes de ce métier, en proposant la réalisation d'un carnet de visite qui va nécessiter d'aller à la rencontre d'experts, d'antiquaires, de galeristes, de salles de vente et de rédiger donc sur l'année 15 visites avec chaque fois un objet spécifique qui sera étudié. Alors, parallèlement à la réalisation de ce carnet, il y a donc les cours qui se donnent au centre avec, moi je l'appelle le cours fil rouge, c'est le cours d'histoire de l'art qui va vraiment balayer toutes les grandes périodes de l'histoire et tous les grands courants artistiques. Et puis, on a les cours qui viennent se greffer à ce fil rouge et qui vont aborder des domaines plus spécifiques comme l'orfèvrerie, la bijouterie, le mobilier, la céramique. Qu'est-ce qu'on a encore? La sculpture, la photographie, la bande dessinée. Donc, c'est vraiment extrêmement varié et ça va nécessiter de s'impliquer, d'être extrêmement curieux et vraiment de ne pas hésiter à se confronter à de nouveaux domaines, de nouveaux objets. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je Merci pense que j'ai Christelle. tenu les 180 secondes. Oui, 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 oui. Donc un métier varié et avec beaucoup de débouchés. Super, merci. Alors nous allons passer à la présentation de notre deuxième métier du jour, bijoutier joaillier. Bijoutier joaillier présenté par Corinne Libert. Corinne, du coup, je te laisse la parole. Ou alors je vais te donner la parole. Voilà. Hop, s'il te Donc, plaît. c'est une formation qui s'étale sur 3 ans avec également des bases théoriques et pratiques qui consistent à, au final, pouvoir réaliser des bijoux de A à Z, calculer leur coût de réalisation, choisir les méthodes les plus adaptées, gérer un commerce. C'est des axes vraiment, je dis toujours, théorico-techniques, puisque vous avez du dessin, de la gémologie, des ateliers de métaux, maquettes, de réalisation, des ateliers purs et durs, de la gestion. Il y a un pôle qui est plutôt donc théorie du métier avec les principes fondateurs, donc c'est identifier et déterminer les outils, les techniques appropriées à la réalisation de bijoux, créer par le dessin, soit à la main, soit assisté par ordinateur, donc des bijoux ou une série de bijoux. Étudier, identifier les pierres, les mises en œuvre à l'atelier de celles-ci, concevoir des maquettes. Il y a aussi un pôle marketing, un pôle devis, parce qu'il ne suffit pas de réaliser tout ça, il faut pouvoir aussi chiffrer en fait les réalisations. Il y a bien sûr des aspects aussi gestion et législation,
Alors, personnellement, mon objectif de cours, puisque moi, je m'occupe en fait principalement des ateliers de réalisation de bijoux, c'est développer chez chaque auditeur les compétences nécessaires et surtout les savoir-faire pratiques. Donc ça, c'est vraiment pour mon volet de cours. Apprendre des techniques et surtout les mettre en œuvre, relever des défis techniques, comparer, observer, choisir les méthodes les plus adaptées ou les matériaux les plus adaptés, avec aussi un petit pôle créatif toujours qui va s'accompagner à ça. Et ce qui sera mobilisé principalement dans, je pense, tous les cours de la branche, c'est une précision quand même relativement importante, pour ne pas dire extrême dans certains cas de figure, de la patience, de la structure, surtout autour et dans son travail, de la réflexion et surtout, et il faut quand même le rappeler, une très bonne vue. Voilà. Alors, pourquoi choisir l'EFP? Eh bien, parce que nous avons quand même des gros points forts qui sont que tous les formateurs sont encore en activité. Donc, on n'a pas un enseignant qui va dispenser plusieurs cours. On a vraiment un spécialiste par cours. Et ça, c'est vraiment un des points forts qu'on offre à l'EFP. Ça permet aussi d'envisager la formation par alternance, qui est toujours intéressant. Et en fait, le pôle est également pluridisciplinaire puisque nous avons chaque fois des pôles différents mais qui finalement se rejoignent puisque moi je donne cours aussi dans la partie antiquaire pour les bijoux anciens. Voilà, en gros j'ai fait le tour je pense. Parfait, merci Corinne. Donc nous avons Juliana qui nous demande si c'est possible de voir des photos des meubles réalisés. Malheureusement c'est pas prévu, on n'a pas prévu de photos de nos meubles réalisés, mais n'hésitez pas évidemment à prendre contact avec nous, ne serait-ce que par les réseaux sociaux ou alors à nous laisser vos coordonnées. Je vous montrerai après comment laisser vos coordonnées et on reviendra vers vous pour répondre à toutes vos questions auxquelles on ne sait pas répondre lors de ce workshop. Alors, pour continuer les présentations, je propose qu'on passe au métier suivant, donc à Monsieur Christophe Lévy pour la formation de restaurateur de meubles anciens, si je ne me trompe pas. Christophe? C'est bien ça, c'est bien ça. On m'entend? Oui. Parfait. Donc, voilà, moi je m'appelle Christophe, je suis ébéniste, je fais de la restauration de meubles également. À l'EFP, donc, je donne cours de dessin aux ébénistes, mais en restauration, je donne cours de pratique démonstrative et marqueterie. Donc, le métier de restaurateur de meubles est intimement lié à celui d'ébéniste. À la base, il faut d'abord être ébéniste et puis ensuite restaurateur de meubles, mais je pense que l'un peut fonctionner sans l'autre. Donc, je pense qu'à la base, quand on va voir un client et qu'on nous demande de restaurer un meuble, il y a beaucoup de choses dont il faut tenir compte. En fonction de l'âge du meuble, en fonction de ce qu'il a vécu, le travail est différent. Même dans une paire de meubles, le travail peut être différent parce que le bois est un matériau qui bouge beaucoup et qui subit l'humidité, l'hygrométrie et tout ça. Donc, quand on va restaurer un meuble, il y a beaucoup de choses dont il faut tenir compte et beaucoup de matières avec lesquelles on va travailler. En fonction des époques, on va pouvoir travailler le verre, la nacre et plein d'essences de bois différentes. En restauration, justement, on va avoir tendance à utiliser aussi bien les bois de pays comme le chêne, le hêtre et d'autres bois comme ceux-là. C'est assez important de les utiliser actuellement, c'est dans l'air du temps. Par contre, on utilise aussi beaucoup de bois exotiques. Et donc, il y a certains bois qu'on ne peut plus utiliser parce qu'ils sont devenus, on a tellement exagéré dans leur utilisation qu'ils n'existent plus. Mais donc, on se sert de vieux stocks. Et pour la restauration, le but est d'essayer de travailler et de respecter le travail qui a été fait par les anciens. Donc, on doit restaurer et rendre au client le meuble au plus proche de ce qu'il a été quand il a été fabriqué. Donc, il y a toute une notion de déontologie aussi en restauration de meubles qui est importante. Et voilà, donc c'est vraiment des notions dont il faut tenir compte.
On a besoin aussi d'avoir une part de dessin. Donc, dans les cours, il y a aussi du dessin, non seulement pour reproduire des motifs, mais pour, en ébénisterie, faire de la création, par exemple. On a besoin de l'histoire de l'art, l'histoire du mobilier. C'est très important de pouvoir rendre compte aux clients qu'on est une forme d'expert. Donc, il faut pouvoir donner l'âge du meuble et son époque, et pour pouvoir l'évaluer aussi, parce qu'en fonction du temps, les meubles prennent de la valeur ou bien la valeur diminue. Donc, en fonction des devis aussi, quand le client reçoit son devis, il doit pouvoir savoir si par rapport au patrimoine, si ça vaut le coup de le faire ou pas, ou bien si c'est un meuble de famille, ou c'est des choses qu'on discute avec le client. Voilà, Ouais. globalement, il y a beaucoup de questions que vous pourrez me poser plus précises si vous voulez. Je pense avoir un petit peu fait le tour. Une formation, on va au-delà de la restauration, donc. C'est ça, au-delà de la restauration. Il y a pas mal de petits métiers en plus qui sont. On est en partie, on doit connaître un peu de garnissage. Quand on parle de siège ou de fauteuil, il faut savoir couper du verre quand on a une vitre cassée. Il faut savoir réparer une serrure, donc pouvoir refaire de la soudure, comprendre les mécanismes. Voilà. On est un peu des ménageurs aussi de temps en temps, donc il faut un bon dos et des bons genoux. Ok, super. Merci, merci Christophe. Alors, je vois qu'on a déjà pas mal de questions Voilà. sur le chat, donc continuez Excusez-moi, à poster vos questions. Oui. Non, rien, j'ai eu c'est pas grave, une intervention extérieure. Ok, pas de souci. Donc, comme je disais, continuez à poser vos questions dans le chat. On y reviendra juste après. On a encore la présentation du métier d'ébéniste. Présentation donc de Dominique, Dominique Denis, qui est formateur chez nous. Dominique, voilà, qui est avec Christophe. Bon, eh bien, en attendant, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez nous laisser vos coordonnées. Ah, Dominique est parmi nous, donc je vous montrerai tout ça après. On va laisser la parole à Dominique donc pour parler de son métier d'ébéniste. Je t'en prie. Voilà, bonjour, je me présente, je m'appelle Dominique, je suis ébéniste depuis une trentaine d'années. Et donc, comme le disait Christophe avant moi, eh bien, en fait, ce métier est avant tout, bon, pour moi, un métier de passion. Parce que bon, mais il faut bien se rendre compte que l'ébénisterie regroupe différents secteurs. Vous avez évidemment l'ébénisterie industrielle qui, elle, consiste en l'aménagement de panneaux, l'utilisation de machines beaucoup plus sophistiquées comme les machines numériques. Tandis que l'ébénisterie d'art dans lequel moi je me suis engagé, est assez diversifiée et rejoint quand même pas mal par certains aspects la restauration de meubles anciens, étant donné que bon, c'est vraiment de la construction sur mesure. Donc, vous allez voir votre client, vous discutez avec lui de ses desiderata, d'essayer de sentir un petit peu la personnalité du client, voir ce qu'il désire, lui apporter certaines solutions auxquelles il n'aurait peut-être pas pensé. Donc, parce qu'évidemment, avec les années, on a une connaissance assez étendue de tous les systèmes, de toutes les fixations ou de tous les agencements qui peuvent être proposés. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir, avant tout, bon, évidemment, écouter le client, mais aussi de lui proposer notre vision des choses. Et généralement, donc, le mariage des deux donne quelque chose qui permet de bien avancer. Et voilà. Donc, ce métier, évidemment, on utilise énormément en ébénisterie d'art du bois massif, donc avec toutes les contraintes auxquelles ce matériau est soumis. Donc la présentation de différentes essences de bois, donc l'utilisation de ces essences de bois. Quoi encore, bon, on peut évidemment, le métier tourne aussi autour de l'utilisation de tout un tas de machines, que ce soit des petites machines électroportatives, ou des machines d'atelier qui sont bien plus imposantes. Évidemment, donc, toutes ces machines doivent être donc connues. Donc, il y a une question de sécurité avant tout qui est à connaître là-dessus. Donc, aussi, donc, à force d'utiliser toutes ces machines, eh bien, on voit que très vite, en fait, on acquiert un savoir-faire. Donc, ça paraît très
comment dire, ça paraîtrait un petit peu nébuleux au départ, mais on le voit dans les cours que l'on donne qu'au bout des 6 premiers mois passés, il y a une autonomie qui s'installe, les gens deviennent assez confiants, commencent donc à s'y retrouver dans tout ça. Et c'est vrai que, allez, même si le côté pratique est quelque chose d'essentiel, le niveau théorique est quand même assez conséquent. Il y a beaucoup de choses à connaître, à apprendre, à savoir. Et il y a énormément de travail en amont. Donc, quant à la réalisation d'un meuble, donc on voit un meuble fini, on s'imagine que ça va très vite, que c'est très facile. Et en fait, il y a énormément de choses à penser avant de pouvoir réaliser cet objet et d'en être fier. Parfait. Voilà. Merci Dominique pour cette introduction au métier d'ébéniste. Alors sans plus tarder, comme je vois qu'il y a quand même pas mal de questions, je vais déjà en poser une. Donc il faut que je la retrouve bien sûr, mais elle était juste ici au-dessus, c'est de Pauline. Bonjour, je voulais savoir s'il est possible de combiner un mi-temps avec la formation d'antiquaire et un stage. Si oui, quel est le nombre d'heures pour le stage? Alors là, je me tourne peut-être plus vers nos collaborateurs du SFPME, Anne-Sophie ou Eve Tondeur. Je ne vous vois plus sur l'écran. Je ne sais pas si l'une d'entre vous veut bien prendre la parole. Anne-Sophie? Ok, je donne la parole à Anne-Sophie. Voilà, s'il te plaît. Oui. J'allais dire, malheureusement, c'est plutôt Eve qui aurait pu répondre à ça parce que je ne connais pas le nombre d'heures en antiquaire. D'accord, mais Eve ne doit pas être loin, je pense. Mais non, elle était là. Et donc, pour pouvoir avoir un stage rémunéré, normalement, les stages rémunérés, c'est à temps plein. Je ne sais pas s'il y a énormément d'offres de patrons dans le métier d'antiquaire ou pas. Il y a éventuellement moyen de combiner avec un mi-temps, mais alors il faut que le patron soit d'accord de payer le même barème, parce que le barème reste le même qu'on preste un temps plein ou un mi-temps. Okay. Voilà, donc, juste pour rappeler, toi, Anne-Sophie, tu es responsable des stages, des formations. Oui, je m'occupe des conventions de stage en ébénisterie et restaurateur de meubles anciens. Ok, d'accord. J'ai vu une question tantôt, une question qui revient assez souvent. Est-ce que les stages sont rémunérés? Oui. Donc, je te laisse la parole. Les stages sont rémunérés, sont des barèmes légaux, donc le patron est toujours libre de payer plus s'il le désire, mais il ne peut pas payer moins. Voilà, on part sur donc les formations, c'est de l'alternance, donc en gros, les auditeurs ont une journée de cours et presque 4 jours chez le patron. C'est vraiment l'avantage des conventions de stage, c'est d'apprendre son métier en travaillant à temps plein chez le patron. Voilà ce que Parfait. je peux dire. Oui. Ils sont rémunérés et... Merci Anne-Sophie. Voilà, mais ça répond à la question, très bien. Quand doit-on trouver un stage? Nous demande Laura Dida. Je suppose qu'on continue avec toi alors Anne-Sophie. Ah ben oui, j'allais dire, mais peut-être que Martine pourra répondre aussi pour un autre temps de la question. J'allais dire forcément, j'ai envie de dire le plus tôt possible, puisque comme on vient de le dire, c'est en étant chez un patron qu'on apprend le métier. Et donc au plus vite on est à temps plein chez le patron, au plus vite on est dans le bain. Et voilà. Maintenant, par rapport à la réglementation, etc., ça c'est peut-être plutôt Martine qui peut dire s'il y a une date limite pour commencer son stage. En antiquariat, il n'y a pas de stage obligatoire. Hein, si on est toujours sur ce... oui, je suis désolée, c'est parce que je réponds au chat en même temps. Donc, de temps en temps, je suis un peu décalée. Donc, si c'est pour les antiquaires, la pratique en entreprise n'est pas obligatoire. Bien entendu, on vous la conseille parce que au plus vous allez pouvoir manipuler des objets, au plus vous allez apprendre, bien entendu. Mais la pratique n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est vraiment de rentrer les carnets de visite. Christelle vous les a vraiment bien expliqués tout à l'heure, où vous devez aller voir des salles de vente, des musées, des brocantes et ce genre de choses-là. Donc ça, c'est vraiment déjà une partie de pratique du métier qui est réellement obligatoire. Et sinon, dès que vous le pouvez, bien entendu, vous trouvez en stage parce que c'est vraiment tout notre système pédagogique repose sur l'alternance et que c'est une manière absolument extraordinaire de se faire et un carnet d'adresses et d'apprendre son métier. Et la question, si je peux me permettre, Martine, c'est parce que la question qui m'était posée, c'était à savoir quand est-ce qu'il fallait commencer son stage.
Et moi, j'ai dit forcément le plus rapidement possible pour être dans le bain, dans le métier. Mais je me demandais s'il y avait une date limite pour les stages, notamment les stages obligatoires en ébénisterie. Non. Non, ben voilà, non, mais ça va. C'était pour être sûr. Ok, super. Pour retourner un peu sur le métier, donc là, on va peut-être se tourner vers Christophe en restaurateur de meubles anciens. On a Bruce qui nous demande et qui nous dit bonjour, bonjour Bruce. Je me demandais s'il était intéressant de suivre la formation d'ébéniste pour quelqu'un qui voudrait faire des jouets. Donc Christophe, je te laisse la parole peut-être pour répondre à cette question. Tout à fait, c'est une très bonne formation pour travailler des jouets. Pour faire des jouets, il faut travailler le bois, il faut connaître les essences, il faut connaître les outils pour travailler le bois. Et voilà, il faut savoir faire des assemblages et travailler aux machines si on veut être rentable ou avec des outils à main si on veut travailler à l'ancienne. Donc, il y a vraiment aucun souci avec ça. C'est une très bonne formation pour fabriquer des jouets. Ok, super. Merci. La restauration est une très bonne formation pour réparer des jouets. Ben oui, aussi, évidemment. Merci Christophe. Alors pour rappel, nous sommes donc là pour parler de plusieurs métiers, donc antiquaire et négociant en œuvres d'art, bijoutier, joaillier, ébéniste, restaurateur de meubles anciens. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. On essaye de les relayer tant bien que mal. Voilà, alors on a effectivement, il y a pas mal de questions. Y a-t-il des possibilités de cumuler deux formations simultanées? C'est une question de Florence Bonave. Je me tourne peut-être plus vers Martine sur le coup. Bien entendu, il y a tout à fait moyen de suivre deux formations à la fois. Tout dépend de leur horaire, par contre, puisque la présence au cours est obligatoire. Donc, je ne sais pas si la personne précisait quelle formation l'intéressait. Non, il n'y avait pas de précision au niveau des formations. Ok. Donc, par exemple, si c'est en antiquaire et bijoutier joaillier, il y a moyen, puisque la première année en bijouterie joaillerie se déroule sur le lundi en journée de 9h30 à 17h. Et pour nos amis antiquaires, c'est le jeudi également de 9h30 à 17h. Ok, voilà, donc c'est possible, mais en fonction des formations, donc tout est à voir avec les responsables de pôle qui… et sur les fiches métiers qui se retrouvent sur le site tout à fait, efp.be. Merci Martine. Très bien, alors pour retourner un peu plus sur le métier d'antiquaire et négociant en œuvres d'art, on nous demande si on peut vivre du métier d'antiquaire et négociant en œuvres d'art. On se tourne évidemment vers Christelle, qui est professionnelle dans le domaine. Oui, bien sûr. Maintenant, penser qu'on va devenir très vite très riche, là, je pense qu'il faut tout de suite bannir cette idée-là. Hein, quand on voit les antiquaires tirés à quatre épingles dans une boutique super chic, qui ont l'air de passer leur vie à attendre qu'un client vienne, moi, c'est pas du tout ça. Donc, oui, facile. On peut en vivre, voilà, mais il faut, je pense aujourd'hui, être de plus en plus créatif et il ne faut pas hésiter à se retrousser les manches. Hein. Tout à l'heure, j'entendais Christophe qui nous disait que c'était parfois un métier un peu de déménageur, de travailler dans la restauration de meubles anciens. Mais antiquaire, c'est déménageur aussi. Hein. On visite des maisons, les greniers, les caves, il faut… Enfin, voilà, c'est un métier qui est extrêmement varié, mais voilà, souvent on doit se salir les mains, on doit se lever très tôt pour aller sur les brocantes, il faut faire tous les catalogues de vente aux enchères pour trouver de la marchandise, il faut avoir envie. Il faut avoir envie, oui. Mais c'est passionnant. Mais c'est passionnant. Et c'est viable, oui. Ah, ça va. Tu nous rassures. Très bien. On nous demande, y a-t-il un âge limite pour suivre l'ébéniste en chef d'entreprise? Alors, pour les formations chef d'entreprise, l'âge minimum, c'est 18 ans. L'âge maximum, il n'y en a pas vraiment. Donc, si vous voulez faire une reconversion professionnelle, vous êtes les bienvenus à l'EFP. Et si vous voulez démarrer en tant que jeune, vous pouvez aussi démarrer dès 18 ans. Donc, il n'y a pas d'âge limite pour répondre à la question de Gabriel. Alors, ici, j'ai une question qui revient assez souvent par rapport au chômage. Donc, est-ce que le chômage paie une partie ou non durant le stage, s'il vous plaît? Donc, HP qui est poli. Merci HP. Je me tourne du coup vers un agent du SFPME. J'ai vu que Eve Tonder nous avait rejoint. Elle avait eu un petit problème de connexion. Eve Tonder est parmi nous. Ah, je vais peut-être lui donner la parole alors. S'il te plaît, Eve.
Oui, je suis désolée, mais j'ai pas bien entendu la question. Pas de souci, pas de souci. On nous demande si le chômage paie une partie ou non durant les stages. Alors, si vous êtes déjà chômeur et que vous bénéficiez d'une dispense, vous pouvez éventuellement, à condition évidemment qu'Actiris ou le Forum vous octroie cette dispense, bénéficier d'un complément de chômage à votre allocation de stage. Ok, super. Merci. Ça, c'est vraiment sous certaines conditions et c'est évidemment c'est Actiris ou le Forum qui décide évidemment si la personne est dans les conditions. Oui, donc c'est du cas par cas, quoi, en fait. Hein. Oui. Donc, merci Ève. On nous demande donc Bertrand Monette qui nous demande s'il est possible de revoir l'intégralité de la discussion par après. C'est enregistré, donc on verra par après si on les rediffuse ou pas. Donc, c'est quelque chose qui sera à voir. Cependant, si Bertrand, tu as encore des questions, n'hésite pas à nous les poser via les réseaux sociaux ou alors sur notre adresse email info@efp.be. Tout ce qui est question orientée métier et tout ce qui est question plus orientée type inscription ou autre au 0800 85 210. Donc, le numéro de notre info accueil. Je vois que Juliette est parmi nous, qui fait partie de l'info accueil, qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà, donc je déroule encore un peu. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'on a encore le statut d'étudiant? Donc ça, c'est une question qui revient assez souvent. Je me retourne peut-être vers Martine. Quand on s'inscrit à l'EFP, on n'a jamais le statut d'étudiant. Donc, si vous avez un stage rémunéré, celui-ci, nos amis restaurateurs et ébénistes se défoulent. Excusez-moi. Si vous avez un stage rémunéré, vous pouvez également cumuler avec un job étudiant, mais autre part qu'à l'endroit où vous faites votre stage rémunéré. Mais sinon, on n'a pas un statut d'étudiant, donc vous n'allez pas avoir une carte d'étudiant en vous inscrivant à l'EFP. D'accord, super. Merci Martine. Par contre, si la pratique en entreprise est obligatoire et que vous avez trouvé un stage, la première année, en tous les cas, vous pouvez cumuler vos allocations familiales avec vos allocations de stage. Ça, c'est ok, parfait, merci. Alors, encore une question par rapport au stage. Donc, est-ce qu'on a des aides finalement pour trouver des stages? Voilà, donc le SFPM est là pour répondre à cette question et aussi pour vous aider finalement. Anne-Sophie. Ah oui, j'allais dire, je vois que Ève voulait on la répond parole. en même temps sur le chat. Ah pardon, oui. Moi, j'essaye de dispatcher. Ève avait parlé avant, donc je me dis D'accord, pas de souci. Oui, donc effectivement, si vous voulez une aide pour trouver un stage, ben, c'est justement nous qu'il faut venir voir. Donc, une fois que vous êtes inscrit dans votre section, vous venez nous voir. Bon, alors évidemment, vu l'organisation de fin d'année, je ne sais pas comment ça va se passer, mais donc normalement, il y a des permanences, mais toutes les infos seront reprises sur le site. Et on essaye effectivement de vous donner des listes de patrons qui, eux, nous ont contactés parce soit ils ont l'habitude de travailler avec nous, ou alors c'est des nouveaux patrons qui ont envie de former des jeunes dans le métier. On ne fait pas des miracles non plus, donc en tout cas en ébénisterie, menuiserie, il y a quand même pas mal de patrons. Maintenant, il faut chercher. Hein. C'est pas en claquant des doigts. Par contre, en restaurateur de meubles anciens, voilà, là c'est un peu plus compliqué. Mais c'est possible. Mais c'est possible, il y en a. Il faut se retrousser les manches. Voilà. D'accord. Ève me fait signe. Oui, mais je voulais ajouter également que autant pour antiquaire que pour bijoutier joaillier, il est possible de trouver des stages, mais que c'est quand même assez compliqué également. Donc, on en a quelques-uns. En bijouterie joaillerie, parfois c'est bien d'avoir déjà une base. On a quand même quelques certifiés qui viennent suivre la formation à l'EFP après avoir fait une certification et qui se retrouvent dans la haute bijouterie joaillerie à faire des stages, mais qui n'est pas spécialement accessible à tous ceux qui n'auraient pas encore de base préalable. D'accord. Le stage est-il obligatoire pour bijoutier joaillier? Alors, à partir de 2020, il ne sera plus obligatoire. Ok, donc ça poserait peut-être moins un problème. Du coup. Oui. Super. Ok, on me demande ici quelles sont les heures de cours pour restaurateur-décorateur. Je ne sais pas si on a déjà une idée de réponse du nombre global d'heures qui est donné pour cette formation.
Je me tourne peut-être plus vers Martine, du coup, ou vers Dominique, je ne sais pas. Les cours se déroulent, si c'est au niveau des horaires, les cours se déroulent les jeudis et vendredis. Vous avez plus ou moins une moyenne de 10 à 12 heures de cours par semaine pour la section des restaurateurs de mêmes anciens. Donc là, tu parlais de décorateurs en même temps? Pardon, c'est restaurateur, je me suis peut-être trompé. Pardon, ok. Oui, donc les restaurateurs sont bien sur les jeudis, vendredis. C'est pour ça qu'il n'est pas possible de cumuler avec les bénisteries où la première année se déroule sur le jeudi en journée. Ok,